docteur Éric Chesson. Merci, Stéphane Romaté. Avant que nous ne conversation ensemble sur ce que nous savons faire, nous Français. Enfin, c'est un peu prétentieux de parler comme ça, en tout cas ce que vous savez faire. French Doctor, vous à la tête du centre de crise du ministère des Affaires étrangères. Bon, écoutez, ça fait très 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 plaisir de vous avoir tous les deux, parce que vous allez vous compléter, vous connaissez bien. Il paraît que vous étiez il y a tous les deux très récemment en Irak. On va parler de tout ça, mais je vous présente d'abord de façon que notre auditoire et tous ceux qui sont à distance et qui sont encore avec nous, je l'espère, comprennent à qui ils ont affaire. Stéphane Romaté, vous êtes depuis septembre 2021, un peu plus d'un an, le directeur du centre de crise et de soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et juste auparavant, de 2017 à 2021, vous étiez ambassadeur de France au Caire, en Égypte, après avoir été conseiller diplomatique du Premier ministre de 2014 à 2016, et auparavant encore, vous étiez ambassadeur à Canberra, en Australie. Je ne vais pas citer tout votre CV, mais quand même, il m'a semblé important de rappeler qu'il y a quelques années, vous étiez au sein du cabinet du ministère de la Défense, du ministre de la Défense. Au tournant des années 80-90, je ne doute pas que ça vous a apporté beaucoup. Docteur Éric Chesson, on vous connaît bien. Je ne vais pas renvoyer tout le monde sur YouTube, restez avec nous. Mais on peut voir vos interventions, souvent véhémentes. Parfois véhémentes. Donc, parallèlement à votre carrière hospitalière en chirurgie cardiovasculaire et thoracique depuis les années 80, on vous connaît pour votre engagement dans l'humanitaire. Alors bon, ça date un peu, mais enfin quand même, c'était tellement important. En 1979, vous avez rejoint le comité Un bateau pour le Vietnam. Certains d'entre nous s'en souviennent tellement bien. Et vous avez donc participé à la première expédition en mer de Chine pour secourir et soigner les réfugiés vietnamiens. En 1980, vous avez cofondé Médecins du Monde. Vous avez été un des premiers médecins humanitaires à soigner la population en Afghanistan sous l'invasion soviétique. Et puis, vous avez mené d'innombrables missions en Asie, en Afrique, en Europe de l'Est. Et depuis 2010, vous êtes président d'une association extraordinaire, l'association de la chaîne de l'espoir, que vous avez créée en 1988 avec le professeur Alain Deloche. Et donc, cette association vise à améliorer l'accès aux soins médicaux, chirurgicaux des enfants vulnérables dans le monde. Et votre action, dans ce cadre, s'est développée à de multiples endroits, au Cambodge, au Mozambique, en Afghanistan à nouveau, dans ce pays, à Kaboul. Vous avez inauguré une maternité en 2016. Vous avez inauguré un centre de cardiopédiatrie à Dakar et aussi à Bamako. Je pense qu'on y reviendra parce que je crois qu'il y a des vrais problèmes en ce moment, tout particulièrement à Bamako. Et vous avez conclu un partenariat avec l'association de la lauréate du prix Nobel de la paix, Nadia Mourad, pour un projet d'hôpital qui est en cours de construction, si vous me direz si c'est toujours vrai, à Sinjar, en Irak. Et effectivement, on vous a beaucoup entendu juste avant la crise Covid, parce que vous aviez sorti votre livre « L'arrogance du bistouri ». Alors, pour commencer, docteur Chesson, vous me disiez lundi dernier, je reviens de Kaboul. Mais alors, dites-nous très simplement, vous faisiez quoi à Kaboul en ce moment? Qu'est-ce qu'on peut faire quand quelqu'un comme vous s'y rend maintenant? Kaboul, c'est actuellement le cumul des malheurs. Vous savez, le 15 août 2021, je crois que tous ceux qui sont dans cet amphi et ceux qui nous suivent par voie numérique se souviennent
l'arrivée des talibans, la panique totale, ces images abominables au niveau de l'aéroport, ces gens accrochés à la carlingue qui tombent, et donc l'effroi total. Et on s'est dit, ce ne seront pas les mêmes. Les talibans 2021 ne seront pas les mêmes que 1996-2001. Et donc, vous vous souvenez, on a pensé qu'il y aurait un gouvernement inclusif, que les femmes seraient peut-être épargnées. Et moi, je vais vous dire, depuis 15 mois, c'est de pire en pire. Vous savez que l'Afghanistan est en proie à une famine abominable. L'UNICEF prévoit 1,2 million enfants qui, c'est horrible de dire ça, qui devraient mourir pendant cet hiver. Et la femme, il y a une tentative de rayer la femme de l'espace social. Et vous avez vu le dernier décret qui est sorti il y a quelques jours, interdisant à la femme l'accès aux jardins publics, aux salles de sport et aux bains. Le bain est quelque chose de très important parce que la majorité n'ont pas l'eau courante et bien entendu pas l'eau chaude, et que le bain est un lieu d'hygiène mais aussi un lieu social. Et donc c'est le cumul des malheurs, c'est le cumul des horreurs. Et nous essayons, et je tiens à le dire avec le soutien du centre de crise, de faire tourner l'hôpital français de Kaboul, qui est le seul hôpital, seule réanimation d'Afghanistan, seule réanimation néonate, et 1000 salariés, et qui essaye de faire face au quotidien. Je serais incapable de vous dire ce qui va arriver dans les semaines ou mois qui viennent, mais je ne suis pas très optimiste. Quand je vous dis que c'est le cumul des malheurs, c'est une difficulté énorme pour payer les salaires parce que le système bancaire est paralysé, c'est une difficulté d'amener les médecins, et un problème absolument effrayant qui n'apparaît pas tout de suite mais dont la note à payer va être terrible, c'est la fuite des cerveaux, la fuite éperdue des médecins, la fuite éperdue des infirmiers, des infirmières de réa. Et donc, si vous voulez, cet hôpital français qui a été fait par le don des Français, par des dons de 10 euros, 20 euros, avec Muriel Robin dans les années 2001, parce que c'était la libération de l'Afghanistan. Il y avait un vent d'optimisme extraordinaire qui était là. Et au fur et à mesure, les choses se sont dégradées. Et donc, nous sommes toujours là, nous voulons continuer. Et je redis, c'est un hasard que Stéphane soit là, Stéphane Romaté, mais je dis merci au centre de crise parce que nous sommes, je dirais, inondés de patients, femmes, enfants. Pourquoi ? Parce que les hôpitaux publics ne fonctionnent plus, il n'y a plus de médicaments, les salaires ne sont pas payés. Et donc, c'est une crise humanitaire dramatique. Stéphane Romaté, avant que nous tournions aussi nos regards vers l'Ukraine et que vous nous en parliez, qu'est-ce qu'on peut faire ? Parce que nous avons donc déjà plus que le désir, la volonté, en tant que Français, d'agir dans ces lieux. Et ça devient, vu ce que nous dit le docteur Éric Chesson, ça devient apocalyptique. Quand j'entends ce chiffre d'1,2 million d'enfants qui risquent de mourir de faim, c'est abominable. Donc, d'abord, Dominique, merci beaucoup. Merci de m'avoir convié à ces rencontres. On a beaucoup parlé depuis ce matin de santé en France, de One Health, santé globale en France, en évoquant les mutations parfois difficiles de l'hôpital public, les difficultés auxquelles la France est confrontée dans l'évolution de son système de santé. Mais ce que vient de dire Éric, cet hôpital français de Kaboul, c'est aussi un message qu'il faut entendre sur ce que représente la santé française, la réputation de la France, la réputation de ses médecins, de ses chirurgiens, la demande de France qui nous est adressée dans le domaine de la santé. Donc c'est vrai qu'il ne faut pas mésestimer, bien sûr, les difficultés que nous rencontrons en France. Mais en tant que diplomate, ayant beaucoup circulé dans le monde, je voudrais aussi dire que notre système de santé est demandé,
qu'il y a une réputation d'excellence, qu'il y a une reconnaissance des compétences extraordinaires de nos médecins, de nos personnels soignants, une reconnaissance de la qualité de la médecine française, de la recherche médicale française, des formations de nos professionnels de santé, et que des ONG comme celle de la Chaîne de l'Espoir, cette ONG si formidable qui fait un travail extraordinaire en Irak, en Afghanistan, grâce à Éric Chesson et aussi la directrice générale de la chaîne, Anouchka Finker, qui est avec nous dans la salle, que des ONG comme ça puissent en quelque sorte représenter le visage de ce qu'est la qualité de la médecine en France, dans des contrées comme l'Afghanistan. Ceci doit aussi nous rassurer en quelque sorte sur ce que nous sommes dans ce domaine-là. Alors notre devoir, pour répondre plus directement à votre question, Dominique, c'est qu'évidemment, il nous faut aider les opérateurs comme la Chaîne de l'Espoir. C'est plus qu'un devoir, c'est une absolue nécessité. Et donc, mettre les ressources financières nécessaires, c'est ce que nous faisons avec le centre de crise, auprès d'ONG aussi courageuses que la Chaîne de l'Espoir, et qui montent ces projets dans ces endroits où plus personne ne veut aller, ces endroits qui sont abandonnés, où des milliers d'enfants meurent ou peuvent mourir, dans ces endroits où les femmes sont exclues, n'ont plus accès à rien. Et c'est justement la gloire de la France de continuer à s'intéresser à ces poches du monde, ces poches de tragédie du monde. Docteur Éric Chesson, est-ce que très concrètement, vous pouvez dire comment vous pouvez agir et comment vous avez agi avec la Chaîne de l'Espoir au fil des années, et peut-être comment c'est en train de se transformer, vu des situations aussi catastrophiques que ce qui se passe en Afghanistan? Ou bien est-ce que vous avez connu ça déjà il y a très longtemps et vous dites, bon... Non, je pense que, si vous voulez, là c'est le chirurgien qui vous parle, il y a une aggravation absolument incroyable de la situation. Et je suis... Stéphane Roaté du centre de crise. Les crises sont, mais je dirais, chaque mois, il y a un nouveau incendie qui, là, nous étions sur le Mali depuis 3-4 jours, on en parlera peut-être. L'Ukraine, où nous sommes présents, le Burkina, où ça devient très difficile. Enfin, je ne vais pas les citer tous, on est dans 28 pays. Mais je trouve qu'il y a une aggravation absolument incroyable de la situation internationale, bien entendu, qui nous revient de plein fouet. Et vous me dites, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vous dirais la première chose... Je fais un appel sur toutes les compétences médicales. Nous avons besoin de médecins, nous avons besoin d'anesthésistes, nous avons besoin d'infirmiers, nous avons besoin parce que la demande est considérable et nous avons bien entendu besoin d'argent. Mais je voudrais insister sur un point sur lequel que Stéphane a déjà évoqué. Vous savez, il y a un concept qu'on appelle le French Doctors. Le French Doctor, c'est très peu connu en France, mais c'est connu dans le monde entier. Et bien entendu, il y a des problèmes énormes sur notre système de santé. Et je le sais dans mon service, je le vis, la difficulté, la souffrance, le problème de la démographie et autres. Mais, je vous assure que ce système reste profondément attractif. Alors bien sûr, battons-nous pour qu'il puisse perdurer, mais je vous assure qu'il attire énormément de gens qui souhaitent avoir ce modèle. Pourquoi? Parce qu'il y a d'abord le modèle de la formation, basé sur ce compagnonnage qui est extraordinaire, à travers l'internat, à travers le clinica, à travers toute cette formation. Et donc, je résume, besoin des compétences, et besoin d'un appui financier, bien entendu. Oui. Vous nous parliez, vous évoquiez forcément l'Ukraine. Quelle est notre action du point de vue sanitaire? Y en a-t-il une spécifique? Mais
Et là, s'il n'y en avait qu'une, ce serait simple, mais les besoins sont immenses. N'oublions pas que l'agresseur russe a décidé de s'en prendre dès le 24 février aux infrastructures hospitalières et que nous avons dû, dans l'urgence, dans un contexte de guerre, d'attaque contre les hôpitaux, par exemple, évacuer en urgence les enfants de l'hôpital du cancer de Kiev et en accueillir certains en France. De même que nous avons dû aussi accueillir en France des blessés de guerre ukrainiens. Il y a une compétence médicale énorme en Ukraine, des médecins de très grande qualité, une infrastructure médicale de qualité, mais qui a été détruite, prise pour cible. Il nous a fallu aussi dans l'urgence envoyer des générateurs. Aujourd'hui, les Russes s'en prennent aux infrastructures énergétiques. Non seulement le pays a froid et dans la pénombre, mais en plus, les hôpitaux éprouvent des difficultés considérables pour maintenir leur approvisionnement en électricité, avec toutes les conséquences évidemment sur le fonctionnement des hôpitaux. Et donc l'urgence, c'est d'envoyer des générateurs dans les hôpitaux. Oui, je crois avoir vu cette annonce de l'OMS qui disait qu'il y aurait peut-être 2 à 3 millions de gens qui allaient se déplacer maintenant à cause du froid pour trouver des endroits où encore il y avait de quoi se chauffer. C'est gigantesque. Il y a déjà pratiquement 5 millions d'Ukrainiens qui ont quitté leur pays depuis le 24 février. Certains ont trouvé évidemment refuge en France, plus de 100 000. Vous avez probablement 5 ou 6 millions d'Ukrainiens qui ont été déjà déplacés à l'intérieur du territoire ukrainien depuis le début de la guerre, et probablement aussi grâce à ce ciblage systématique des Russes sur les infrastructures vitales, celles de l'électricité, celles de l'eau, les infrastructures de transport, les ponts, etc. Probablement, nous devons nous attendre aussi à de nouvelles vagues migratoires à l'intérieur de l'Ukraine et aussi à destination d'autres pays européens. C'est un des défis des semaines à venir. Et l'autre défi, c'est évidemment, ça nous engage, c'est d'aider ce peuple à passer l'hiver. Oui. Faire en sorte que l'Ukraine puisse passer l'hiver. Mais le centre de crise, contrairement à ce qu'on pourrait croire quand on va sur le site du ministère qui recommande de ne pas aller dans telle ou telle région pour les voyageurs, ce ne s'adresse pas qu'aux Français. Centre de crise, vous aidez à monitorer aussi ce qui se passe de manière humanitaire dans les autres pays. Voilà, nous avons cette double responsabilité qui nous oblige, celle de gérer toutes les crises qui peuvent mettre en question la sécurité de nos compatriotes où qu'ils se trouvent à l'étranger. Et puis nous sommes aussi en charge d'apporter les réponses de la France à toutes les situations d'urgence. Et évidemment, l'Ukraine est en ce moment notre priorité. L'Afghanistan est aussi notre priorité. Et j'ajoute une chose, c'est qu'évidemment nous avons, parce que nous en subissons aussi les conséquences dans notre vie quotidienne ici en France, nous avons les yeux rivés sur l'Ukraine, à travers les conséquences sur la crise énergétique, etc. etc. Mais n'oublions pas, il n'y a pas d'angle mort dans les tragédies humanitaires. Et ce regard que nous avons en priorité sur l'Ukraine ne doit pas nous détourner d'autres situations tout aussi tragiques. Et Éric, justement, à juste titre, a évoqué ce qui se passe en Afghanistan. Et ce qui se passe au Mali, à Bamako, où il est en stand-by, la structure hospitalière est en stand-by. Que faire là aussi? Laisser tomber, mettre des gens en référent, en attendant que la situation géopolitique se modifie? Je dirais juste un mot et bien entendu je laisserai Stéphane le compléter parce qu'on est face à une situation politique extrêmement difficile de fait de l'arrêt de l'opération Barkhane, je dirais de l'avancée extraordinairement rapide et inquiétante des djihadistes, puisqu'on dit que 70 à 80% du territoire est déjà sous leur emprise. Et nous avons un hôpital cardiovasculaire à Bamako et des missions de chirurgie plastique et reconstructrice dans différents coins Et donc actuellement, nous avons depuis quelques jours, après longue discussion avec le centre de crise, suspendu nos actions. Mais suspendu, ça veut dire qu'il y a des listes
liste d'attente d'enfants, de femmes, de patients. Et ces listes d'attente, on sait ce que ça veut dire. Mais la situation politique est extrêmement difficile et nous sommes complètement en lien avec le centre de crise pour voir l'évolution. Je voulais vous reposer une question, justement, dans cette situation actuelle. Il y a toujours des enfants qui viennent sur le territoire français comme vous l'avez pratiqué pendant des années. Oui, on l'a fait, si vous voulez. La chaîne de l'espoir a été faite pour lutter contre l'inégalité du lieu de naissance. Selon que vous êtes né à Strasbourg, à Lomé ou à Bamako, je vous assure que vos chances ne sont pas les mêmes. Et donc, c'était lutter contre l'inégalité fondamentale. Et donc, on a fait venir des enfants en France, puis on a été les opérer sur place, on a formé et on a construit un certain nombre d'hôpitaux. Donc on continue à faire venir des enfants. On a fait venir d'ailleurs il y a quelques jours des enfants d'Ukraine parce que ce sont des cas extrêmement complexes qui ne peuvent pas être soignés. Mais je dirais que c'est anecdotique. Faire venir un enfant en France pour le faire, c'est un geste humanitaire, mais c'est une aberration médicale, c'est une aberration financière. Et donc, on continue de le faire. On fait venir environ 120 à 150 enfants par an en France, sur des cas extrêmement complexes, avec des familles d'accueil. Donc, on continue, mais on essaye de le faire le moins possible et de les opérer sur place avec nos collègues et de les former. Vous disiez que il y a 2 mois, vous étiez ensemble en Irak. Et qu'est-ce qu'on fait de singulier, là aussi, nous, Français, en Irak ? L'Irak est un pays qui continue à traverser une crise terrible, avec d'ailleurs une résurgence aussi de Daesh. Vous avez évoqué, je crois, Dominique, tout à l'heure, le fait que la chaîne de l'espoir a un projet d'hôpital avec la fondation Nadia Mourad, cette femme yézidi admirable qui a eu le prix Nobel de la paix en 2018, après avoir subi tous les outrages de Daesh pendant l'occupation de Daesh de cette partie de l'Irak. Et la France a décidé que nous construirions un hôpital pour aider ces populations yézidis. Et ce projet a été confié à la chaîne de l'espoir. Et donc c'est un partenariat qui est mené avec cette grande ONG qu'est la chaîne de l'espoir pour faire en sorte que ce projet puisse voir le jour dans un contexte très, très difficile, parce que nous considérons que le devoir de la France, c'est d'être présent au plus près des populations éprouvées de cette partie du monde. Et là, je crois aussi c'est à la gloire de la médecine française, d'ONG comme la chaîne de l'espoir, d'être capable de mener ce type de projet dans des endroits où plus personne ne veut aller. Vous avez pu entendre en partie, vous, Stéphane Romaté, vous avez assisté quasiment à tous les débats et toutes les tables rondes aujourd'hui. Est-ce que ce concept de santé globale, qui est celui qui a dû irriguer tous les débats, ça vous inspire quelque chose de nouveau dans notre action, quand je dis notre, dans l'action de la France ? Oui, ne soyons pas, ne pensons pas que le concept de santé globale s'arrête aux frontières de la France. Et pour nous, et ces débats auxquels moi j'ai pu assister, d'une grande qualité, d'une grande richesse, et bravo à vous de les avoir à la fois animés et organisés, ça m'a fait prendre conscience combien cette dimension internationale du concept de santé globale est importante. Nous avons aussi beaucoup évoqué la dimension européenne. Nous sommes au cœur d'une Europe où les problématiques de santé, je crois que ça a été évoqué au cours des débats ce matin, sont assez voisines. Mais pour nous, en particulier au centre de crise, je voudrais redire combien cette médecine française, cette médecine de qualité, cette soif qu'ont ces populations aujourd'hui frappées par les tragédies humanitaires, de se tourner vers la France et que nous puissions aussi leur donner ce que nous avons de meilleur, à savoir notre médecine. Et donc n'oublions pas, dans ce concept de santé globale, cette mission qui est également la nôtre, à travers la qualité de notre système médical, le formidable dévouement de ces professionnels de santé, de pouvoir porter assistance à ces populations qui ont besoin de nous. Ce pourrait être la conclusion, mais docteur Chesson, peut-être vous avez quelque chose à ajouter.
Non, je trouve que dans le terme santé globale, il y a bien entendu, on voit globalisation et je redis, comme Stéphane, que la santé ne peut pas s'arrêter aux frontières. On l'a bien vu lors de l'épidémie de Covid. Je pense que la France peut être très très fière de son système de santé, malgré tous les problèmes que je vis au quotidien, et je suis d'accord. Mais vous savez, quand un pays est capable de projeter des médecins, projeter des infirmières, avoir des organisations telles que Médecins sans frontières, telles que Médecins du monde, telles que la chaîne de l'espoir, telles qu'Handicap International, qui sont connues dans le monde entier. Et je vous assure que la médecine française, alors bien sûr, si vous voulez, à l'extérieur, on connaît le luxe, on connaît le vin, on connaît les fromages, mais énormément de gens connaissent ce qu'est la médecine française. Et c'est, je dirais, c'est un produit d'exportation, un produit d'ouverture et un produit, si vous voulez, qui permet ce lien humain et peut-être de faire tomber certaines frontières et de renouer le dialogue dans un moment où peut-être on se referme un peu sur nous-mêmes. Je crois que c'est un beau message. C'est un beau message aussi pour la jeunesse qui se tournerait vers les métiers du soin. Parce que ça veut dire entrer dans une belle filière. Oui, bien entendu. Ça fait 30 ans que je le vois. Une infirmière, un médecin, un anesthésiste, un biologiste qui part en mission, il revient, il n'est pas le même. Et il est absolument fasciné par ce que nous avons. Parce qu'il a vu ce que c'est que de ne pas l'avoir. Et il n'a qu'une envie, c'est de repartir. Et si vous voulez, de communiquer. De partager. Oui, de partager ses compétences. Merci à vous deux. Vous nous donnez de l'espoir.